peut être au paradis et être à l'intérieur en enfer, quoi. Être stressé pour un rien, parce que le monde va mal, donc il suffit juste de s'informer et on peut être super angoissé, super mal pour son espèce ou pour la nature. Parce que autour de soi, ça peut être bien, très harmonieux, mais au-delà, si on porte son regard juste au-delà, bah, on peut vite être atteint. C'est un juste équilibre, la méditation, ça aide à s'équilibrer, à être une sorte d'immunité et à la fois de résistance. Oh bah ça, résistance au stress, du coup je m'énerve moins, je change mes réflexes habituels. J'arrive plus à jouer aux jeux vidéo par exemple, c'est pas possible parce que ça titille que l'ego, la maîtrise, le contrôle. Ça devient vite mesquin et puéril. On a du mal à se contenter de ça, c'est trop petit quoi. Résistance à la douleur, besoin de moins de choses. Puis plus de calme, on vit plus intensément finalement. Et la vie le mérite. Mais c'est plus simple d'être dans la destruction que dans la construction. Donc c'est plus simple d'être dans la futilité, la simplicité, être puéril, de se contenter de peu facilement que d'être dans la quête du vrai, du juste et du beau. C'est plus simple d'aller acheter des poulets plutôt que d'élever des canards et de tout faire, voilà. Tout assumer, c'est dur. Et faire comme tout le monde en vivant à moitié. Alors c'est sûrement pas légal, mais bon, je mélange un mélange de croquettes pour chiens, vu que c'est omnivore. C'est sûrement de la farine de plus, mais bon, il n'y a pas de prion tant que c'est bien chauffé. Bon, c'est de la croquette Eco Plus. Des nachis, bon, quelques fruits, je mets des figues, mais tout ce qui traîne. Et pas mal de pain rassis mélangé dans l'eau. Et apparemment, bah, ça fait peut-être 2 jours ça. Vu la quantité de 1,29. Bon, ils sont pas adultes. Mais je crois qu'ils mangent le plus, c'est quand ils sont adolescents. Comme les autres animaux. Bon, ils sont un peu abîmés avec la crotte, je sais pas comment j'ai fait. Ça demande une hygiène. Ça va repousser apparemment, donc bon, ils seront plus beaux après. Mais il y a eu des plaques de crotte, et avec le froid, le vent. Puis ils avaient élevé dans des pneus de tracteur. C'était vite sale. Pourtant je mettais de la litière, mais c'est fou ce que ça chie ces bestioles. C'est la variété Kaki Campbell, celle qui fait 180 œufs, ou 280 plutôt. C'est ça. Plus fiable que la poule. Et qui supporte le vent, par contre. Et ouais, ça mange beaucoup mieux. Enfin, de tout, par contre. Ça, c'est vraiment une poubelle. La poule, elle mange pas tout, hein, du tout. Elle est vraiment granivore, ça se contente de... Ça remplace un cochon, presque. Hein. Mais c'est dur d'assumer sa propre médiocrité. On trouve toujours des excuses pour éviter de diluer son ego dans la réalité, quoi, quelque part. Quand on respire, il se dilue. Il y a moins de personnalité, il y a moins de... S'auto-infliger de la souffrance, ou carrément de chasser le mental, il lui reste plus grand-chose. Et du coup, il a tendance à se diluer. Ouais. Il y a des vertus, il y a sûrement un côté négatif, comme à chaque chose. Tu tiens moins bien à la vie, tu as moins envie de survivre, tu as moins d'exigences sur tout. Du coup, tu te désincarnes un peu. Il y a des vertus, mais à la fois, tu as un pied de l'autre côté, quoi. Faut y croire quand tu as un boulot à faire, faut croire que c'est utile. Alors que quand tu te rends compte de toute illusion, bah, tu peux te contenter d'une boulette de riz et de respirer, quoi. Donc voilà. Faut avoir pas d'attente, pas de problème, mais faut avoir des attentes un minimum envers la vie pour avoir envie de construire quelque chose. Sinon, bien sûr qu'on peut être heureux avec 3 fois rien. C'est moins spectaculaire que quelqu'un qui est à fond dans la société et qui construit quelque chose qui peut se transmettre. Quelque chose de concret.
Tu peux diviser ton terrain au niveau du cadastre autant de fois que tu veux. Tu peux faire des petites parcelles de d'1 mètre carré, quoi. Et sur chaque parcelle, tu peux faire entre 4 et 5 bâtiments. Donc quand il y a un plan d'occupation des sols, tu peux faire des constructions de moins de 50 mètres carrés. Et s'il n'y a pas de PLU, plan d'occupation des sols, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens dans la commune, tu fais des maisons de moins de 20 mètres carrés. Toujours 4 à 5 par parcelle, ça dépend. Dès que la différence entre une construction et une habitation est quand même grande. Tu peux habiter ta construction, mais c'est limite un peu illégal. Dans le sens où si ça s'effondre, c'est le maire qui est responsable. Alors que si il y a eu un permis de construire, ça va être l'entreprise qui a monté la construction quelque part. Si tu habites ta construction, tu peux exiger l'arrivée d'eau et d'électricité jusqu'à ton terrain. Et du terrain jusqu'à ta maison, ta construction, c'est à tes frais. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que tu habites ta construction, sinon ça s'appelle une habitation. Et là tu peux exiger l'eau et l'électricité. C'est un droit inconditionnel, inaliénable, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Mais à partir du moment où tu habites une maison, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent t'embêter, ils peuvent toujours te trouver des bâtons à te mettre dans les trous. À partir du moment où tu as des enfants, ils peuvent dire voilà, les enfants, il leur faut une chambre séparée, accès aux toilettes à eau, pas de toilettes sèches. Et ils peuvent t'embêter si tu es à moins de 200 mètres d'un cours d'eau, ils peuvent exiger que tu aies une station épuration aux normes et tout, et te faire payer plusieurs milliers d'euros. Donc le seul moyen, c'est de les devancer en faisant une station à toit dans des tubes, dans une serre, avec différents filtres, sable, charbon, gravier, trucs qui décantent avant d'ailleurs, avec maximum d'oxygène, température constante, chaude, et là tu fais une sorte d'intestin artificiel, quoi, des zigzags dans des bambous du tube PVC, puis à la fin des plantes. Et voilà, quand tu divises ton terrain cadastralement au minimum en deux, ta maison, si tu la déplaces tous les 2 mois, elle n'existe pas. Si tu mets des rails de chemin de fer ou un gros châssis de camion, ou même des châssis de camion, tu fais une énorme maison dessus, tant que tu peux la tirer avec un tracteur d'un terrain à l'autre, c'est bon, elle n'existe pas. En général, tu fais 2-3 allers-retours, ils viennent vérifier, puis ils viennent plus parce que c'est assez insolent de voir ça, et ça rend une grosse claque, et ils veulent pas que tu jubiles, que tu commences à couiner, que tu fais ce que tu veux, tu sais. Donc ok, puis ils ne reviennent plus. Ils espèrent que ça prenne la poussière, toutes ces informations. Quand l'État se saisit d'un bien foncier, si tu fais ta maison en une nuit dessus, d'après la loi du 12 janvier 1816, c'est toujours dans le bouquin François Décembre, édition La Pierre Verte. Oui, voilà, le notaire vient pour constater l'absence de bâtiment dans le jardin ou sur le terrain. Il faut qu'au lever du soleil, il y ait un bâtiment avec il ne précise pas la nature du bâtiment, enfin le matériau, ça peut être un tissu, quoi. Ça peut être tout simple à faire. Il faut qu'il y ait des fondations, donc une petite tranche avec des pierres, des briques, ce qu'on trouve. 1,70 m de mur et l'âtre de la cheminée qui fonctionne. Donc une bonne aspiration, un bon effet Venturi, pas de fumée dans l'espèce de bâtiment. Et une fois qu'il a vu ça, qu'il a constaté qu'au matin il y a ça, le terrain a ton nom et la construction est légale. Ouais, genre tu prends, je sais pas, sur 400 hectares, un truc qui doit se trouver, j'en sais rien, au Larzac, un endroit paumé, tu fais un KGB, quoi. Et puis, et voilà. Si tu prends un abonnement téléphonique, au bout d'1 an et un jour, tu as accès, la maison est à ton nom. Du coup, le terrain aussi, le bien. Enfin, l'abonnement téléphonique, c'est pour le bien, la maison en elle-même. Après, si tu peux arriver à frauduler un papier, une taxe foncière, que tu remplis, tu payes en fonction de la surface, eux, ils vérifient pas que tu es bien le propriétaire. Ils encaissent, c'est tout. Donc à partir du moment où ils encaissent, ça valide. Et au bout d'1 an et un jour, c'est à ton nom, le bien, soit le terrain ou la maison. C'est pour lutter contre ces immenses déserts humains où il n'y a personne, il y a plein de villages abandonnés. Alors que ça grouille de jeunes qui veulent retourner à la campagne, dans les villes. Faut tout dire, c'est pour eux, quoi. On va chercher de la flotte. Faudrait que je regarde le niveau du puits, mais bon. Je préfère avoir trop d'eau que pas assez. Là, ça fait 2 ans qu'on commence à être un peu en galère. Faudrait que je connecte d'autres points d'eau. Et oui, voilà, ça traîne un peu. On est juste embêté pour le mois d'août. Cette année, plus que d'autres. Du coup, soit je m'adapte, soit je continue comme ça, prendre l'eau de la commune. Du coup, j'ai pris les bidons que je pouvais et voilà, c'est parti. C'est pour arroser les arbres. Même s'il a plu un peu, c'est pas suffisant, faut que ça pénètre. Faut que ça pénètre le broyal, tout ça, faut que ça rentre. Et le puits où je pensais prendre pour arroser, il est quasiment vide, j'arrive plus à le prélever, il y a trop
faudra arriver à le vider pour le recreuser un peu. Il y a du boulot. Mais on est assez nombreux pour faire quelque chose là. On peut se faire une chaîne pour vider toute la flotte et après on creuse à la main. Normalement je prends l'eau pour les moutons, mais là il faut aussi arroser les arbres. Enfin je préfère arroser les arbres que les moutons, mais les uns meurent plus vite que l'autre. Du coup j'ai pas trop le choix. Du coup là je fais ça pour mon bon plaisir. Même si j'arrose pas, ça mourrait pas quand même. C'est juste pour que ça pousse un peu. Les mûriers arbres, là j'en ai planté 55 et il faudrait que ça pousse un peu. Comme ça ils auront un bon diamètre, les tiges pourraient être greffées l'année prochaine. Ouais, mais il y a d'autres références que je peux pas citer parce que eux aussi ils disent que le combat politique c'est autre chose et que la permaculture ça doit rester la permaculture, mais ils sont pourtant suivis par plein de monde et en fait ils adorent égalité et réconciliation et le perse oral quoi. Mais il faut pas le dire, oulala, oh, mon dieu, mais c'est vrai qu'ils perdraient comme moi plein de stagiaires, plein de gens, enfin bon. C'est pourtant juste la réflexion politique. Bon, il leur en faut peu les gens pour se choquer sur ce sujet-là. Oh, c'est misérable, hein, franchement. Comme toujours, les gens qui sont en avance, ils passent pour des gens dangereux. On ricane au départ, après ils sont dangereux, puis après, ça va de soi. Il faudra qu'il y ait des problèmes avec une jeunesse immigrée mal intégrée de plus en plus pour que les gens se disent ah il y a un problème. Mais c'est quand ce sera trop tard quoi. La tiédeur, le côté le gauchisme et puis juste la vieillesse. Hein. Ça suffit pour pas avoir envie que ça bouge. Nous en cas de pépin on se casse d'ici, on va en Finlande. Parce que s'il n'y a plus le système qui tourne, les allocations, tout ça, on a peur que tous ces gens-là se cassent des villes et aillent piller les campagnes. Déjà que je me faisais racketter en ville, mais là... J'ai déjà arrosé là, mais il en manquait un peu. Il a soif lui. Il a vu les feuilles. Alors quand tu arroses comme ça, après tu grattes, tu te rends compte qu'il n'y a rien qu'à pénétrer. Alors voyons ça. Ah là c'est rentré. Il suffit qu'il y ait un rongeur qui fasse une galerie et toute la flotte se barre. Bon là c'est une espèce qui résiste aux champignons, donc on peut se permettre de mettre le broyat contre le tronc. Sinon il aurait fallu creuser comme ça, tout autour. Si c'est un poirier, un pommier ou quasiment tout le reste, s'il y a un peu d'anaérobiose sur le tronc, c'est parti pour un chancre. Donc faut pas l'oublier. Lui je pensais qu'il allait crever. Il y a quelques arbres qui ont fait des mois, genre des feuilles il y a un mois ou deux, même pas un mois.
Du coup elles sont toutes vertes, elles manquent de rien. Alors que les autres qui ont plein de racines, plein de feuilles, elles sont jaunes, elles galèrent un petit peu. Vaut mieux qu'un arbre se réveille trop tard de son stress de déplantage. Ça fait moins de boulot. Mais bon, pendant longtemps tu l'arroses pour rien quoi. Parce qu'il n'y a pas de feuilles. Pas de feuilles, pas d'enracinement. C'est juste la respiration du tronc qui fait que ça racine quand même un petit peu. C'est pour ça que c'est bien qu'il n'y ait pas de lichen. Et que les arbres racinent quand même un petit peu l'hiver, les caducs. Bon bah il n'y a plus qu'à retourner chercher de la flotte pour les moutons et monter un poste électrique aux moutons là-haut, ramener les moutons qui sont barrés. Tiens, les moutons sont rentrés. Il y en a une, on va essayer de les... Merde, c'est pas possible. Allez là. Oui. Bon, ça se peut, il y en a avec deux. T'as vu, ils ont bouffé le grain. Ils ont tombé la poubelle. Normalement, c'est interdit de stocker du grain directement là où les bestioles sont stationnées. Parce que c'est ce qui arrive. Si elles mangent trop, après elles ont la diarrhée, enfin c'est l'enfer. Tac. Oui, le cèdre, on l'appelle le roi des arbres parce qu'il a une forme spéciale, tabulaire là. Du coup, l'idée c'est d'avoir un central et d'autres autour, que je greffe après en pleureur, ceux qui sont autour. Je les taille un peu pour que la branche qui va vers le centre, vers celui du milieu, soit plus vigoureuse. Si je taille tout, il n'y a qu'une branche qui va pousser très vite. Et l'idée c'est après de le brancher en transfusion. Après on peut éventuellement, il y a des façons de faire, on peut cerner l'écorce, faire... s'il rampe au sol et qu'on enterre, on peut contribuer à faire des super racines sur toute cette longueur. Mais bon, même sans cerner, faire des sortes de marcottes souterraines, le simple fait qu'il y ait un enracinement plus loin, connecté à un central, ça peut faire d'étranges anomalies au niveau de la croissance. Et l'idée est bonne parce que quand l'arbre tu le branches, il a tendance à gonfler à partir de l'endroit où tu le branches et pas à partir de l'endroit où il est au loin. C'est-à-dire qu'il gonfle proche de là où le petit endroit où tu l'as fixé. Il envoie plein de sève là-dedans pour valider cette idée géniale qui est de s'approprier un autre enracinement. Donc de lui-même, il avance vers l'autre et sur le long terme, ça fait une grosse racine qui finit finement vers un nouvel enracinement. Donc ça valide le truc. Quand tu as l'esthétique naturelle qui suit le truc, c'est que c'est bon quoi. Au lieu de faire des arbres autonomes qui se concurrencent au niveau des parties aériennes, et tu les branches dans un seul. Tu tailles pour qu'il ne fasse pas ses propres branches. Toute l'énergie qu'il capte par ses racines, ça va dans l'arbre que tu veux booster, accélérer. Donc qui dit plus d'enracinement dit plus de résistance à la sécheresse. Plus de racines, moins de feuilles. C'est par l'évapotranspiration, par les feuilles, qui se dessèche l'arbre. C'est pour ça que s'il n'y a plus d'eau, les feuilles jaunissent, tombent, et peut-être qu'il va repartir. Dans le sud, c'est normal qu'en juin, les feuilles tombent, parce qu'il ne pleut pas assez, quoi. Et l'arbre, ça lui permet de survivre. Donc en période de sécheresse, faut tailler les arbres ou les faire pousser plus à l'ombre, ou augmenter les masses racinaires en faisant des transfusions. Et les protéger les troncs avec les essences à épines. Ça évite de mettre des clôtures électriques ou un grillage qui coûte super cher. J'utilise un mot un peu violent exprès parce qu'on retient mieux tout ce qui est sexuel ou violent. C'est pour retenir. C'est des plantes qui poussent. Elles servent à protéger un peu du soleil, faire un surétage, couper les vents qui dessèchent et servir de matière à produire du carbone. Parce qu'on trouve jusqu'à 500 mètres cubes de bois mort à l'hectare dans les forêts contemporaines. Et dans une prairie, il n'y a quasiment rien, il y a juste de l'herbe, quoi. Donc pour éviter d'avoir soit toute une forêt, soit qu'une prairie, tu peux faire aussi des essences d'arbres ou carrément des haies, des lignes d'arbres qui servent juste à être torturées, entre guillemets.
Du coup, de couper l'arbre, bah, tu coupes toutes ses branches pour avoir juste un poteau. Et puis au bout de 2-3 ans, qui s'est réétoffé et qui recommence à faire trop d'ombre, bah, tu recoupes toutes tes branches sur les côtés. Ça dépend de l'essence. En général, il faut qu'il ait le temps de reboucher ses plaies. Donc il y a des essences, elles supportent d'être coupées 1 an sur 2, jamais chaque année. Le chêne, c'est tous les 5 ans. Il n'y a pas une super croissance, mais dans certains cas, il n'y a que ça qui pousse. Le chêne vert, il faut prendre ce qui pousse le mieux déjà naturellement. Mais il y a les aulnes d'Italie qui poussent très bien, le Paulownia, le Miscanthus giganteus, qui sont des plantes qui servent de fourrage, quoi. Plus le temps passe, plus leur empattement grandit. Et plus elles sont larges, plus les animaux ont de surface à manger en végétation, quoi. Ils ont accès à beaucoup plus. C'est long à mettre en place, mais après, ça évite d'avoir à couper les branches des arbres érigés. Normalement, on les coupe, puis on leur donne. Mais après, il faut ramasser toutes ces branches qui sont par terre. Donc c'est bien, ça fait des fagots, mais quand tu t'en as pas besoin, ça n'a pas été encore fait, c'est que de l'ornemental, ça, en général. Les hêtres pleureurs, l'érable pleureur, l'orme pleureur. C'est très digeste, le frêne, l'orme, le noisetier. Même un noisetier pleureur. Personne n'y a pensé, quoi, à faire ces espances pleureuses pour l'élevage. Il serait temps de s'y mettre. Surtout que c'est long à mettre en place. Alors, moi, je vais le faire. Pour les moutons. Ouais. Ça se peut, j'aurai autre chose entre-temps avec le temps. Attends, tends-le, c'est pas tendu. Finalement, c'est un luxe de pouvoir bosser sur son terrain, planter des arbres, faire des biotopes, tout ça. Parce que ça fait une retraite après. Tu vois, ça paraît... je sais pas, on se laisse vite impressionner par le temps, les durées qu'il faut pour que ça aboutisse à quelque chose, mais c'est des investissements plus intéressants que dans une banque. On s'en rend compte maintenant, mais on a fait trop confiance au collectif humain. Il faut faire confiance à notre terroir, tu vois, avant tout. Les richesses qui peuvent être produites plutôt que juste une couche d'herbe là, toute jaune et cramoisie, c'est pas adapté, quoi. Avant qu'ils remettent en question le machin, ça a pris une telle inertie avec toutes les aides, tout ça, puis ils sont tellement endettés qu'ils peuvent pas faire des expériences, quoi, changer de système. Ils sont déjà trop endettés. Ah oui, bah vu comment ça produit vite, enfin vite. Si tu fais ce qu'il faut, ça peut. Là, les arbres ils sont aussi vieux que ceux qui font presque 10 mètres dans les creux de vallée. Tous ces petits machins ridicules là, qui font même pas 1 mètre. Ils ont tellement souffert des chevreuils, de la sécheresse, tout ça. Ça aurait été un peu mieux. Donc tu vois, les aubépines, ça marche bien, ça pousse bien en plein soleil. Mais... parce qu'elle était déjà en place, un semi-direct, c'est très résistant. Donc c'est vrai que ceux qui traînent, c'est ceux qui ont été repiqués. Ils demandent de la flotte et des protections, ils sont loin poussés. Ça, c'est un semis, du coup, il a des épines là. Il fait des épines, ça pique. Poirier, pommier, aubépine, prunelier, tout ce qui est un peu... bon, le kaki fait pas ça, le figuier non plus, mais les rosacées en général. C'est pour les gens qui ont pas assez de thunes pour acheter des aubépines à 60 centimes. Ce qui est compréhensible, parce que cher, payer ce prix-là pour juste une aubépine. Du coup, le prunelier, c'est facile à arracher, c'est des racines en surface, c'est quand même très résistant à la sécheresse. Le côté négatif, c'est que ça va ramper quand même, ça va drageonner sur les côtés. Mais c'est une épine suffisamment hostile pour protéger des arbres assez vite. Ça pousse peut-être même plus vite que l'aubépine. Prune, prunelle, prunelier, c'est plutôt la prunelle. Prunus spinosa, l'épine noire on l'appelle. L'aubépine, c'est l'épine blanche. C'est les trucs les plus courants, quoi. Ça se greffe bien aussi. Quand tu greffes un truc dessus, ça produit en 2-3 ans en général. 3 ans sûr. Ça fait un arbre nain. Des grosses feuilles, un truc qui charpente très horizontalement et qui donne des fruits très très vite, très bons. Donc ça fait pas mal d'avantages. Facile à enlever, facile à replanter, résistant, épineux. Même si tu les greffes vite, avec autre chose, ça a une meilleure croissance. Genre tout pousse plus vite que l'aubépine, donc quel que soit ce que tu greffes, il y aura plus de feuilles, du coup l'aubépine va s'élargir plus vite.
Elle sera plus grosse, quoi. L'enracinement, tout ça. L'important, c'est ses épines et que tu peux la transfuser dans beaucoup d'espèces de rosacées à pépins. Genre dans un poirier, un cognacier, un pommier, tu vois, tu greffes l'aubépine dedans. Néflier, mélanchier, ballerina. Et ça va être beaucoup plus compatible cette greffe, comme les deux sont vivants. Et ben ça va être plus facilement pris que si c'était juste un bout de bois ou un œil que tu mets sur l'arbre. Ça se peut, il y a plus d'anomalies au niveau des compatibilités qui pourront se faire. Genre on pourra greffer une aubépine dans un hachis, alors que normalement c'est pas possible. Une hachis sur aubépine ça marche pas. Et peut-être qu'une aubépine des deux vivants, enfoncée comme ça, vu que les deux sont vivants, bah peut-être que ça va le faire, ça va prendre. Ça peut. Pire tu mets un morceau de coin et après tu branches. Si vraiment tu veux l'utiliser. Ça s'appelle une greffe intermédiaire. Ça marcherait. Donc là c'est une pépinière. Tu dois tout repiquer idéalement en automne. Donc louer un tractopelle et arracher ça en vitesse. Je dirais regarder, chronométrer limite combien de temps je mets pour le faire à la main. Estimer le temps que ça me prendrait. Parce que si c'est au tractopelle, ça sera peut-être un peu plus grossier, quoi. Mais à la fois, pas forcément si je fais ça bien. Une belle tranchée, après t'arraches par derrière, crac, tu vas avoir pas mal de racines quand même d'un coup peut-être. C'est ce qu'il fait le mec en Belgique, là, à la fraternité ouvrière. Bon, lui, je crois qu'il doit faire tous les 1 mètre peut-être, si c'est pas moins. Bah, ça ressemble à une pépinière. Donc tu as plein d'arbres, ils ont plein de fruits, ils sont petits. C'est aussi des avantages. Hein. Un arbre peut accueillir beaucoup de choses, mais il est aussi pour te produire des greffons. Donc si tu as tout sur une aubépine, faut pas étonner que tu as des brindilles, quoi. Ça se greffe quand même, hein, certains trucs, mais à certains diamètres, c'est bon. Faut pas grand-chose. Puis un œil suffit, donc bon, c'est pas non plus la peine de faire aussi comme ça. Ça peut être très intéressant de faire juste sur aubépine ou prunelier dans un pot et greffer chaque centimètre avec un œil d'une variété différente. Au lieu de pas avoir de terrain et de se plaindre, il y a toujours ça à faire, parce que ça prend du temps de constituer la bonne génétique adaptée à son futur terrain. Des trucs résistants aux maladies, des trucs qui sont très précoces ou très tardifs, des pollinisateurs de base, puis même des futurs. Bon, après, faut faire des semis, c'est autre chose. C'est plus technique, beaucoup plus technique. Bah, il résiste mieux à la sécheresse, mais si tu veux le doubler son enracinement, il faut le couper pendant 3-4 ans, il faut le déraciner. C'est paradoxal parce qu'il pivote juste pour aller chercher de l'humidité, il n'y a rien à manger. Donc si tu coupes le pivot qui est survivaliste, parce que tu es là pour t'en occuper. Tu la plantes, t'arroses, tu désherbes un peu. Il n'en a pas besoin, de toute façon c'est la première racine qui sacrifie par la suite. Il le fait en fonction de la sécheresse qu'il a vécue. Il n'a aucune raison de descendre s'il est dans une région humide, donc il les perd tous quasiment. Ouais, sauf à part peut-être éventuellement dans le sud, mais l'anaérobiose fait surtout qu'à un moment il la sacrifie dans tous les cas, quoi, assez vite. Du coup ça pivote uniquement quand ça a besoin, quand c'est une région très sèche. Et voilà, le fait de le couper, bah, il a sa charpente racinaire qui est plus dense, qui se ramifie mieux, et c'est du coup mieux. Donc il faut le déraciner 2-3 ans de suite, sinon les racines sont trop grosses, vont trop loin, et du coup tu les casses. Il faut le forcer à refaire de la charpente, quoi. Contrairement à toute attente, c'est comme ça que tu doubles l'enracinement, c'est beaucoup plus rapide. C'est paradoxal. Bon, après, il y a aussi les autopotes, des espèces de petites alvéoles. Airpods. L'avantage, c'est que ça chignonne pas. Les racines ne font pas une spirale. Elles se s'auto-tétarisent, donc tu as éventuellement à repiquer dans un truc plus grand, c'est facile à faire. Tu as 2 vis à enlever. Tu refais un plus gros, tu remets. Mais bon, t'es pas obligé, hein. C'est vraiment fait pour s'auto-tétariser. Et du coup, il va jamais s'auto-émonder, mais par les racines. Un arrosage goutte à goutte obligatoire, par contre, parce que c'est carrément plein d'air qui passe. En dessous, c'est un grillage. Du coup, c'est assez spécial, mais tu peux avoir des gros arbres qui ont 4-5 ans dans des pots larges comme l'assiette, quoi. Bah, l'arbre cathédrale, quand tu as un très gros arbre, avec des grosses charpentes qui vont obligatoirement se devenir horizontales avec leur propre poids, c'est d'avoir des tuteurs vivants qui les retiennent. Du coup, bah, les transfusions, elles sont comme ça. Il en faudra encore d'autres comme ça, ainsi de suite, quoi. Ça fait comme des arches de cathédrale. Des fois, il y en a plusieurs, tu sais, qui se suivent, comme Notre-Dame. Et après, il faut les tailler. Sinon, ça va aspirer l'énergie du vieux qui a des racines trop en surface. La jeune pousse va être trop proche des racines sur les jeunes que tu as tordus. Et du coup, les racines vont être trop vigoureuses sur les bords et pas assez sur le vieux. Et du coup, ils risquent de vieillir. Donc il faut forcer ces transfusions à rester le plus possible connectés à l'arbre et que ça fasse le minimum leurs propres branches.
si tu en laisses partir une, faut qu'elle aille se brancher dans une branche horizontale, une charpente horizontale qui va devenir horizontale pour empêcher de descendre et de se casser. Une fois que c'est cassé, il y a un champignon qui rentre dedans et tu as après une carie quoi. Du coup, bah, s'il y a un danger, il faudra une espèce de mélange d'alcool et de propolis à vaporiser tout de suite dessus. Il y a des greffes à faire pour recouvrir vite la plaie. Quand tu as la plaie comme ça, tu greffes d'un endroit à l'autre, courbant. Tu peux en faire autant que tu veux, comme des points de suture. C'est greffé des deux côtés, par la cime et par le... Du coup, bah, en faisant des feuilles, ça va gonfler, ça va participer à regonfler la plaie le plus vite possible. C'est le seul moyen qu'on puisse faire pour... quand tu te fais chier à faire un arbre comme ça, anormalement gros comme Avatar, il faut savoir le réparer en cas de problème, quoi. Dommage qu'avec une branche qui tombe, t'as tout qui pourrit, ça au bout de 100 ans, quoi. Mais avec les transfusions, ça pourrait... on s'imagine pas la croissance du truc, la monstruosité du machin. Si en plus tu cultives, je sais pas, dans une partie souterraine, une poche d'air, tu vois, toute longue avec du brouillard, tu sais, les racines, le pivot, tu le cultives, parce que comme c'est la première racine qui meurt, c'est la première qu'il faut le plus protéger. Pour avoir une bonne assise et bien résistant à la sécheresse, c'est un truc qui pivote comme ça, une chambre, limite où tu viens couper les racines pour maintenir cet endroit jeune, pour pouvoir y accéder et continuer de tailler. Parce que c'est extrêmement vivant comme endroit. L'art moderne, tu sais, les gens sont à fond sur la permaculture, bah voilà, ce qui pourrait représenter le mieux la permaculture en fruitier, ce serait l'Asie minier, dans les régions froides, parce que c'est un goût vraiment tropical, et ça fait un peu, c'est spectaculaire, mais on pourrait aussi sur chaque lieu s'amuser à faire une sorte de kit pour faire un arbre spectaculaire, quoi, un arbre cathédrale, parce que c'est les lieux de permaculture, c'est des lieux où on concentre la biodiversité, donc c'est des futures potentielles pépinières ou marcotières, des zones expérimentales et en plus de multiplication pour le lieu ou la région carrément, le village. À un moment, il faudra les coloniser pour les forcer à être plus productifs au niveau de la production de plants. Que ce soit pas juste des jardins de mamie, tu vois, avec quelques plantes tropicales dedans, quoi, des trucs d'amateurs. Il faut que ça profite à tout le monde. C'est un peu comme des trésors enfouis pour l'instant. Ils sont un peu montrés du doigt, ils sont pas appréciés par les gens traditionnels, tu vois, qui font avec leurs tracteurs, leurs engrais et leurs aides de l'État. C'est des pauvres amateurs, quoi. Les permaculteurs, normalement, à part quelques exceptions avec le bec et loin, mais c'est des pauvres galériens, quoi, normalement. Et puis j'ai jamais pu filmer une greffe par transfusion. J'en parle, mais juste sur le poirier, il a une épine à côté du poirier. Et ben j'ai qu'à le planter dans. En plus c'est un bon exemple parce qu'il est énorme. Il faut mettre un coup de ciseau à bois parce que l'écorce est épaisse. C'est place. Alors, je sais pas ce qu'on va se prendre, ça me semble pas mal aussi. Alors il y a un poirier qui commence à être sénescent. Il y a les cygnes commencent à sécher. Du coup, j'avais essayé une greffe mais les moutons me l'ont cassé. Alors ils passent là-dessous là pour chercher je sais pas quoi. Du coup j'avais fait un truc au ciseau à bois, j'avais creusé. Là j'ai pas pris mon ciseau à bois mais... Ah, il y a du verre. Là on a atteint la couche intéressante. Et bah du coup il y a juste à faire... choisir l'endroit. Bon normalement c'est le côté petit de l'autre côté mais bon. C'est aussi simple que ça. Plus l'arbre est vieux, plus c'est important de descendre profond. Bon, je vais le cochonner pour montrer aux gens, quoi. Tant pis. Normalement, faut pas soulever comme ça. Ça me semble bien vivant tout ça. Après, j'ai enlevé de l'écorce, donc si ça peut sécher, c'est pas le bon endroit. Je vais le faire plutôt. Je peux le refaire ici. Après, tu peux y aller au ciseau à bois, hein, tant que ça rentre bien profond. Allez.
Hop. Ah. Il n'y a plus qu'à mettre de l'argile, quoi. Ou du body tape. Mais bon. Cognacier sur aubépine. D'ailleurs, il y a déjà des fruits. C'est sa 2e année. Donc voilà, quoi. Et plus il a de racines, le vieux, plus il ressuscite. Ça sert à ça. C'est de se dire, bon, il produit plus, les vieux, en coupe. Voire même en dessouche. Bon, bah, à cette hauteur, les moutons vont pas me le casser. Il manque juste de l'argile pour bien faire. Là, j'en ai pas sous la main. Au puits et l'argile blanche, ça pourrait le faire. Bon, c'est quoi le projet ensuite? Donner de l'eau aux moutons, vider le puits. Hop. En cas de famine, tout ça, ça va être difficile de résoudre des problèmes qui demandent de la concentration, parce qu'il n'y aura pas tu seras très vite carencé en oméga, quoi. Tu ne vas pas t'alimenter que d'amidon et de sucre à un moment, tu as le QI qui va se mettre à flancher un peu, hein, tu vas être au taquet, clairement, pour trouver des solutions. Si on mangeait plus d'antioxydants et plus de graisse, on n'irait que mieux. Bah, tout ce qui est très très bon et très gras, plus. Les araucarias, surtout du bidouilli, donc pas n'importe où en France. À défaut, dès qu'il fait au-dessus de. Dès qu'il commence à faire moins 10 degrés, il faut peut-être se faire Araucaria araucana, le plus courant. C'est pas encore le meilleur, parce qu'au niveau du goût, c'est pas super, donc plutôt faire juste des noyers, quoi, des noisetiers. Rien que ça, c'est déjà très bien. Mais bon, avec les sécheresses, ça produit moins les noisettes, bien moins. Même les noix, c'est. Du coup, il n'y a pas grand-chose comme alternative. Du coup, les oliviers, l'amandier, faire plus ça. En prévision du pire. Il y a une variété de grenade qui est violette et le taux d'antioxydants est multiplié par je sais plus combien, c'est genre 300%, c'est juste énorme. C'est vraiment le fruit anti-cancer, quoi. Bah, l'arganier, c'est un arbre qui fait de l'huile d'argan, donc. Mon ami tchèque en a trouvé un qui restait à moins 27. Je sais pas où d'ailleurs, on n'a pas trop discuté. Moins 27. Tu te rends compte? Alors que c'est censé résister peut-être à moins 10. Moins 7. Ça germe très bien, j'ai pu voir ça. Et ce qu'il faut, c'est que t'en fais plein et il y en a qui vont peut-être résister. Ceux-là vont être résistants au froid. S'ils meurent, ils sont pas résistants. S'ils survivent, ils sont résistants. Tout simplement. Il y a beaucoup de plantes tropicales qui ont été acclimatées à des climats froids par semi-chanceux ou sélection comme ça. En montant dans la cordillère des Andes, il y a des plateaux. Et ils sont montés comme ça doucement. Prenaient la génération qui survivait et ils sont montés comme ça tout doucement. Il y a très peu de plants qui survivent et ils prennent les graines de ceux qui ont survécu. Et petit à petit, tu peux adapter tout ce qui est tropical à du froid, quoi. C'est tout. Ça se fait. C'est une gestion de l'eau. S'il y a trop d'eau dans les tissus, ça gèle. Donc il faut que la plante, elle gère la flotte d'une certaine façon, elle se durcit, tu vois, elle gagne en résistance au froid. Ouais. C'est une source de graisse qu'on a quasiment oublié, que ça se mangeait les faines de hêtre. Elles sont petites, elles sont vides, du coup on a même oublié que c'était notre principale source de graisse depuis le néolithique. Et du coup je propose qu'on se mette à faire de nouveau des sélections. Vu qu'un noisetier, un noyer c'est 5 ans avant de donner ses premiers fruits. Un noisetier, faut peut-être 3 ans, si tu en occupes bien. Bref, les arbres ça met un certain temps. Et du coup dans l'urgence, qu'est-ce que tu fais à part des arachides, du tournesol, des annuels qui te donnent une source de graisse? La courge à graines nues, c'est un bon. Il y a beaucoup d'oméga différents, de polyinsaturés. C'est un très bon anti-cancer de la prostate, en préventif aussi, même en curatif peut-être. Et puis tu peux manger la courge. Après, c'est peut-être pas le plus simple, un tournesol donne bien, mais tu peux te faire manger les graines par les rongeurs et encore plus les moineaux, enfin les merles. Et des fois, ils ont du mal à mûrir les graines.
Du coup, il faut des variétés spéciales russes, machin, c'est vite galère. Le colza, faut un sol argilo-calcaire, puis c'est un peu galère, quoi. Faut le presser, je sais pas, ça se mange. J'ai pas trop testé, mais la courge à graines nues, ouais, t'as juste à ouvrir, puis tu manges ça, c'est délicieux. C'est comme ce que tu achètes en Biocops, ils vendent des courges à graines nues. Enfin, peut-être sous une autre appellation, mais ça évite d'enlever la coque. Et sinon, toute courge, tu t'enlèves la coquille, tu la manges, elle est délicieuse. Hein. Puis ça fait un boulot en moins. Ouais, donc moi je m'appelle Chloé, j'ai 36 ans. Je suis arrivée ici à la Grande Verrière dans le Morvan il y a 8 ans. Donc avant d'arriver, j'étais comédienne à Paris pendant une dizaine d'années. Et puis j'ai rencontré Nicolas juste après. J'ai eu un petit ras-le-bol de Paris. Voilà, j'ai rencontré Nicolas un peu par hasard et puis je suis ici et je suis jamais repartie. On a eu nos enfants. Et progressivement, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux moutons, la laine, tout ça. Et j'ai décidé de reprendre une formation adulte agricole pour pouvoir m'installer après avec un troupeau de moutons et monter une exploitation ici à la Grande Verrière. Et bah donc moi aujourd'hui, je m'occupe que des moutons, donc du pâturage. Voilà, je regarde énormément, je fais du pâturage tournant, donc les journées consistent à piquer des parcs régulièrement, surtout au printemps où la pousse de l'herbe est dynamique. Donc du coup de bouger les brebis. Après je fais tout en vente directe, donc j'ai une grosse partie de commercialisation. Donc appeler des gens, s'inscrire sur les marchés, et voilà, regarder un peu ce qui se fait autour, où est-ce que je pourrais aller. J'ai une grosse partie administrative, mine de rien, énorme. J'essaye d'anticiper voilà, les préparations de plantes pour tout ce qui est vermifuge, s'il y a des malades. C'est beaucoup d'observation. Et puis il y a toujours les 3 enfants, donc les journées sont remplies comme ça. Donc le matin, voilà, c'est surveillance, distribution de l'eau, des céréales s'il y a besoin, selon les années. Et puis du travail agricole, refaire des clôtures, passer le broyeur s'il y a besoin aussi, pareil. Je savais où je mettais les pieds en fait, je savais que ça allait être du boulot, notamment les 2 premières années parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de bâtiment, les clôtures, il n'y en avait quasiment pas. Donc il y avait tout à faire en fait. Donc je savais le boulot que ça allait représenter. Donc moi je savais où je mettais les pieds. La difficulté c'est que bon pour le coup avec Nicolas on en a beaucoup parlé avant parce que je voulais pas le prendre au piège là-dedans. J'avais vraiment insisté sur le fait que ça allait être du travail. Au moins pendant 2 ans non-stop. Parce que lui il aime assez prendre son temps, tout ça. Et j'ai dit les clôtures, il va falloir les faire vite si on veut pas courir derrière. Les bâtiments, il va falloir aussi les monter rapidement si on veut pouvoir faire les agnelages quand même correctement. Et puis c'était oui, ok, ça va être super. Et puis c'est vrai que c'était intéressant parce que la race que j'ai choisie, j'ai pris cette race, pas juste pour moi, surtout parce que Nicolas donc a planté des vergers et que cette race ne mange pas l'écorce des arbres. Donc voilà, j'ai fait mon petit effort des brebis que j'ai payé cher en plus. Donc voilà, mais j'avais dit je prends ça comme ça. Je trouve que l'idée est sympa d'être sur une ferme en élevage, mais quand même sur petite surface, mais qui ait plusieurs activités, du verger, de l'élevage, et puis pourquoi pas autre chose plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'avais dit ça va être super. Nicolas était hyper emballé, mais c'est pas son truc en fait. Nicolas, il est fait pour planter des arbres et même ramasser les fruits, non. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que je trouve ma ferme à moi. Mais j'envisageais pas de partir complètement. J'imaginais avoir une ferme pas très loin, faire mes naissances, toutes mes naissances à la ferme, et vraiment me servir du lieu comme une estive en fait, comme au moment par exemple du sevrage, c'était de ramener les mères, les brebis ici pour qu'elles viennent continuer à entretenir les vergers. Et puis surtout il y a toutes les clôtures, il y a quand même un bâtiment s'il y avait besoin de les rentrer. Après Nicolas et pas forcément d'accord parce qu'il aimerait qu'il n'y ait plus du tout de moutons. Voilà. J'ai dit de toute façon je vais t'amener et puis lui aussi à faire des allers-retours, on ne sera pas très loin l'un de l'autre normalement. Après évidemment ça veut dire lui aussi qu'il aurait de la surveillance à faire, mais si on s'organise bien et on s'équipe bien, ça peut vraiment être qu'une demi-heure par jour, quoi. Donc c'est pas grand chose. Tu veux que je vienne avec toi pour voir s'il y a des trucs à trier? Il n'y a rien à trier, par contre je vais aller les voir. Il n'y a qu'un seul petit. Oui, l'autre il est mort la veille. Ah d'accord. Apparemment il était très maigre, c'était une agnelle. Ok. Il y a une autre maigre. Très maigre? Je l'ai mis de côté.
Ben, non, on va faire ensemble, parce que Ok. de toute façon... Et puis on va faire copro aussi chez les agneaux. Et là, il faut les sevrer. Ah, la pauvre. De toute façon, ils sont toutes moches, hein. Moi je suis pas contente, je vais leur dire. Donc du coup, en plus, il faut que je vienne de l'autre côté, moi. Ce sera peut-être plus ça. Oh. Et puis on leur met un coup de bleu aux fesses. Sur la tête, du coup, je trappe. Regarde ma douce, je vais faire ça Ouais. bien. Hop, voilà. Si tu vas On va commencer galoper. par le gros. Il n'aime pas la marche arrière celui-là. Oh, bah, je les coince là, c'est juste que je dois les traîner un peu. Ah oui, ça suffit. Je vais ouvrir la porte. Est-ce que c'est pas celle qui a eu des mammites? Non, c'est peut-être bien le ours. Non. Elle est grosse. Voilà, c'est bon. Là, elles peuvent passer en dessous, hein, ouais. 90 233. Étiquette cassée à gauche. Et voilà ma belle. Voilà. Alors le numéro 90 018. elle a pas poussé. Hein. Alors dis-moi 90 113. 90 113. Ouais. Hop, 70 087. Ouais. Ah non. Merde, en palais. Mais non. Saute là où il y a un pic, pour le stress. Mais non. Ah non, heureusement. Oh. 90 110. Vous de sauter maintenant. Ah, je fais ce que je peux pour en être sur le cul. Alors 70 240 274. 70 274. Elle est nerveuse. Voilà, on a derrière. Tu me dis si tu veux. Ça va aller.
Ouais, ça se prend à l'aine et à la tête. Et ça avance en marche arrière. Et là, il faut l'appuyer sur le genou. Comme ça, elle tombe. Elle tombe sur le dos. Puis on va séparer le petit, puis on va les ressortir. Le petit, on l'a pas fait, faut qu'on le fasse aussi. Hop. Alors le petit. Attends, sors pas. Parce que lui, on va le balancer de l'autre côté. Puis je le sortirai, on va le sortir après. On va peut-être pas le mettre tout seul, c'est Ouais. tout petit. Alors par contre, il faut que tu me dises ce que c'est. Si c'est un mâle ou une femelle. Et bon, hop. Un mâle. Merde. Ok, alors je vais pas le noter agneau mâle. Ça va être des tables, donc des piquets enfoncés, sûrement du châtaignier. Je vais le faire à pile à ma hauteur pour que si j'ai un truc à ramasser, ce soit juste à tendre le bras, pas à me baisser du tout. Du coup, ça va être des sortes de bacs, mais des tables bacs. En dessous, c'est vide. Et les bacs en eux-mêmes, ils font 40 cm de profondeur. La partie table, après, bon, ça va être un chevron pour je sais pas en quoi d'ailleurs. De toute façon, il va pas prendre la pluie, il sera en dessous pour retenir ces fameuses plaques. Donc je vais en faire différentes. Il y en a où je vais drainer en mettant plein de pierres et après de la terre. Il y en a où je vais mettre des drains. Il y en a où je vais mettre quasiment que du sable. Il y en a où je vais mettre que de la crotte de mouton. Je vais en profiter. Donc une fois que j'ai ces bacs de 40 cm, en fait il n'y a que le poireau qui descend à cette profondeur là. Du coup la bâche ça sert que quand j'arrose, ça reste, ça remonte par capillarité. C'est pas mal du tout, ça fait des grosses économies d'eau je pense. En surface je vais mettre de l'hernaria, 2 lignes, des largeurs 1,20 m, les bacs, aussi longs que je peux. Je me tâte à faire même un potager en trou de serrure, où c'est un autre système de chemin qui permet de gagner presque 20% de la surface en faisant ce système-là. C'est les aborigènes qui ont inventé le système. L'hernaria, goutte à goutte, au moins 2, au moins, une par ligne, quoi. Donc peut-être 4 du coup, parce que ça fait 2 fois la longueur d'un bras. L'hernaria tous les 40 cm en ligne. Donc il y a juste à soulever, semer ou repiquer, et une fois que ça a levé, je rebalance et ça perce. Enfin, ou alors j'aide pour que ça perce, parce que des fois une petite salade, ça percera pas l'hernaria. Dans les allées de l'Euphopogon super dwarf pour pas avoir à tondre. Quelques plants de févier d'Amérique ou l'albidia pour bosser à la mi-ombre. Des petites serres, des petits arceaux, un truc qui se déplace vite, tout seul. Ouais, là je serais bien. Et s'il faut vraiment limiter l'image, je ferai des bandes de cuivre autour des pieds ou le long des... je verrai. Parce qu'il faut pas qu'il y ait de masse, faut vraiment qu'il y ait de l'Ophiopogon, parce que si genre un rumex qui pousse, avec sa grosse feuille qui touche au-dessus de la bande de cuivre, la limace elle passe, puis elle monte, quoi. Faut y penser. Voilà, je pense que c'est le potager le plus abouti, et si tout le monde faisait ça, tout le monde ferait un peu de potager, parce que t'as un robinet à tourner pour arroser, et puis tu viens 2-3 fois dans l'année pour poser, désherber une fois ou deux, et ramasser. Ah ouais, ça faut le vulgariser. Faut que je le fasse, que je le montre, que ça inspire. Parce que l'hernaria c'est magnifique, hein. Quand c'est tout vert, que t'as juste à soulever, c'est magique. T'as le sol qui chauffe, et puis t'as pas de désherbage, donc t'as tous les avantages. T'as pas dans... Sinon les laitières peuvent se décomposer, faut la remplacer, faut l'enlever pour que le sol chauffe, c'est chiant quoi. Donc là t'es au top. Du coup je suis très excité par ce projet. J'ai hâte. Faut trouver un endroit bien plat pour faire ça. On va essayer de faire un truc déplaçable. Et du coup je vais peut-être pas sacrifier des gros piquets. Je vais utiliser du bois qui traîne là. Ça c'est pour les piquets. Plus c'est route, plus ça va être populaire. Avec ça, tout le monde va se mettre à faire un petit potager tellement il n'y aura rien à faire.
commencer ça par là. Faire un peu de rangement, ça sera l'occasion de ranger. Ça va le faire. Faire un peu de place. Voilà. Je vais voir, la largeur est bonne. Hein. Ça va être tentant de récupérer un truc plus droit, mais bon, on va faire avec. Il fait vite chaud en ce moment, hein. C'est super doux. Il est long. C'est peut-être de l'acacia. Ça c'est bon ça. On va faire avec ça. Ça c'est assez épais. Oh, c'est beau. Allez, on se le fait avec ça. Hop, nickel. Ça va être la terre qu'on va extraire pour les tables. C'est mieux de prendre celle qui est directement à ce niveau-là. Parce qu'elle est stérile, il n'y a pas les graines en surface. Mais bon. Je vais pas mettre de figuier là pour pouvoir continuer à faire une sorte de carrière pour ce granit très décomposé. Il est très aéré, il y a une sorte d'argile dedans d'un moment. En petite quantité. Mais si c'est assez oxygéné et qu'il y a de l'eau, il n'y a pas de recherche d'azote, de fertilité quelque part. Ça marche assez bien. La production des bactéries est assez importante. On met quoi, des palettes dessus, ça fait quoi ça, 5 cm 10 12 et plus assez d'essence.
sens. Là encore mieux là. Voilà. Et puis qu'à mettre les autres là. Le top c'est de mettre des clous ou des vis et puis de voir où les empreintes se font. Une fois que ça dépasse, t'écrases, tu refais les trous à la visseuse. Puis après tu visses tout. Le mieux c'est carrément une tige filetée quoi. 2 boulons, tac tac. Voilà, et d'une. Ouais, c'est un peu mieux. Bon, bah, il n'y a plus qu'à mettre de la terre. J'ai le droit de creuser. Creuser, hein. Ouais, caca. Mais désolé, mais je peux moi creuser. Voilà, ça va être menacé là. Ça mange de l'air. Ça mange du bois. C'est vrai? Je suis capable de passer par là. Non. Non. Peut-être une bonne idée, ce serait de mettre un drain au fond. On va mettre un sacré poids là-dessus. Je vais foutre de la terre dessus direct. Ça devrait suffire.
coup, c'est un potager surélevé, sur table, donc tout ce qui est hors sol et ne peut pas être bio. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas du tout à se baisser. Le plastique fait que ça... Il y a peu d'air qui circule. L'eau reste bien stagnante en bas, ça remonte par capillarité, du coup il y a beaucoup moins arrosé. On peut facilement mettre une serre au-dessus. C'est pour ça que j'ai laissé les piquets, on ne sait jamais. On peut mettre des gouttes à gouttes. De l'airnaria tous les 40 cm. Deux lignes, une là et une là. Tous les 40 cm, donc à peu près là, quoi. Des lignes de légumes du coup ici et là. Du coup on peut soulever l'airnaria, semer et la remettre quand on n'a plus besoin. Enfin quand on veut mollifier le sol. Donc là il faudra rajouter encore de la terre. J'ai mis un drain au cas où pour vérifier à quel point l'eau stagne. Parce que c'est ma première. Là en dessous, je vais peut-être faire, vu la place qu'il y a, plutôt de la pisciculture plutôt que des lapins ou on sait trop rien. En tout cas il y a de la place, quoi. En un mot, je dirais que c'est l'abnégation, c'est-à-dire le don sans condition. Le permaculteur, il va planter des arbres qui ne verra peut-être pas forcément les fruits au bout. Parce qu'ils vont mettre un temps fou. Genre le noyer noir, il faut 12 ans avant qu'il fructifie. Donc t'as pas forcément... En général, c'est les vieux, quand ils pensent aux jeunes, du coup, ils s'occupent à planter des arbres pour leurs petits-enfants. La différence, le survivaliste, c'est avoir une arme, alors que c'est connu que dans les guerres civiles, c'est les familles isolées qui sont les premières agressées. Dès qu'il y a un agrégat de maison, ils ne savent pas combien il y a de personnes, ça, tu n'attaques pas un groupe comme ça. Tu sais pas, il peut y avoir des gens. Du coup, tu as juste un flingue qui traîne dans la maison, parfois deux, mais à chaque fois qu'ils avancent, ils ont un nouveau flingue ou deux à chaque fois, quoi. En plus des denrées qu'ils ont piquées. C'est normal qu'ils soient les premiers attaqués. Du coup, les BAD, le problème c'est que c'est toujours des gens isolés, c'est pas des groupes de personnes. C'est des gens qui tiennent à survivre. Souvent, c'est pas justifié. Si t'as pas une famille à protéger, c'est pas justifié d'avoir des armes. Il faut être un groupe. Et sinon, tu seras juste, dans la très grande majorité des cas, l'arme se retourne contre toi. Soit tu déprimes, tu te suicides, soit tu te fais prendre à revers, quoi. Coucou, bonjour, qui êtes-vous, machin. C'est trop tard. T'as déjà quelqu'un dans ton dos qui te touche avec un bâton, qui te dit haut les mains, quoi. Et puis toi, t'as pas le choix, quoi. Tu peux pas te retourner pour vérifier. Enfin, un truc comme ça, tout bête. Il y a un témoignage de gars, il est peut-être en Tchécoslovaquie. Ça a été publié chez Les Moutons Enragés à un moment. Un témoignage assez glauque. Comme quoi il fallait tout le temps qu'il y ait une personne qui campe cachée devant la maison pour prendre les gens à revers. Parce que quand tu es attaqué, si au moment où tu arrives, que tu te prends un coup de fusil d'un endroit où tu n'as pas vu, psychologiquement c'est un peu dur, quoi. Tu fais vite demi-tour. Tu te fais vite impressionner. Voilà, la différence c'est qu'il y en a un qui produit et qui limite fait confiance, survit en se rendant indispensable à sa communauté. Et l'autre, il faut de tout, hein. Il va s'enterrer dans la forêt, loin de tout, pour essayer de survivre à des trucs apocalyptiques qui pensent qu'ils peuvent arriver. Qui peuvent arriver, c'est sûr, mais il y a quand même une grosse masse d'inertie et les effondrements apparemment sont plus lents qu'on ne peut l'imaginer, même si l'un n'empêche pas l'autre, hein. Il peut y avoir un truc grave. Il y a eu Jeudi Noir, il y a eu des trucs... des Black Friday, des trucs assez importants qui sont arrivés de manière brusque. La crise de 29. Souvent, avant qu'il y ait la guerre, il y a de la planche à billets, comme maintenant. Là, où ils impriment 58 milliards par jour, par mois, non par mois. C'est peut-être par jour pour l'Europe, c'est un truc énorme. Souvent, avant les guerres, ça imprime à fond. Et à la fin, c'est aux perdants qu'on dit, vas-y, rembourse. Ils se font la guerre d'ailleurs. Ils impriment. Puis ils se font des délires. Ils achetaient du métal, forgé, l'industrie de la guerre, quoi. Du grand n'importe quoi. Le fait qu'il puisse y avoir un effondrement économique, c'est pas que je le nie du tout. Je pense vraiment qu'on ne sait pas. La société va sans doute péter à un moment donné. Mais personne ne peut dire comment, quand. Et moi je me dis, et en même temps, il y a un monde à changer. Et si chacun fait un petit truc, voilà, ça, tout doucement, on peut y arriver. Alors après, est-ce qu'on a le temps que ça aille tout doucement? Ça, c'est la question. Mais voilà, je dis, moi j'ai 3 enfants, je me vois pas me planquer et me dire le monde s'arrête, c'est fini. Et voilà, ils sont là, ces enfants, puis il faut leur transmettre le goût des choses. Voilà, produire la nourriture, c'est quoi? Ça demande quel effort, en fait, revenir à des bases saines. Et je me dis, mais voilà, si déjà on formait tous nos enfants, toute cette génération d'aujourd'hui à plus consommer bêtement, à savoir produire sa nourriture, à comprendre la nature, à être plus dans l'humain et faire attention à l'autre, voilà, ça déjà, ça va
Ça va pas tout changer, mais ça va déjà changer un peu, quelque chose, quoi. J'ai beau avoir un truc qui protège le son là, avec le casque, mais c'est chiant quand même. Il fait chaud, c'est bruyant. Pourtant j'ai le cul assis, mais c'est fatigant quoi. T'as vu le ciel comme il est étrange? Dans les néo-ruraux, c'est vrai, ce qu'on cherche, c'est le cadre de vie, c'est-à-dire c'est d'être dans la nature, se lever tous les matins, voilà, en plein, avec le soleil, voilà, c'est souvent ça qu'on cherche. On s'imagine souvent que ça va être facile. Mais en fait, c'est hyper difficile parce qu'on est soumis déjà en premier lieu au changement climatique, aux aléas climatiques, même sans dire changement climatique, aux aléas climatiques. Et que chaque année, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On ne peut pas prévoir. Et il faut s'adapter. Et des fois, c'est dur, c'est vraiment très très dur. Et c'est là où la résilience rentre en jeu, c'est qu'il faut une capacité d'adaptation rapide. Ne pas être fataliste, voilà, du tout, se dire voilà, bon bah oui, il arrive ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour il faut continuer de toute façon, c'est lancé, il faut continuer. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui commencent, notamment beaucoup en maraîchage, en s'imaginant que ça va être facile. Et moi je trouve personnellement que le maraîchage c'est la branche agricole la plus difficile parce que il faut, là pour le coup il ne faut pas se rater, il faut se lever tôt pour faire quand il fait surtout très chaud. Ça demande une technicité importante pour avoir une rentabilité. Donc on s'imagine souvent que ça va être, voilà, il y a beaucoup de cas comme ça, néo-ruraux, je vais faire du maraîchage sur 2 ou 3 hectares, machin, et puis en fait des gens se plantent parce que c'est dur, parce que c'est énormément de boulot, donc il y a moins de vie sociale, voilà. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le supportent pas, de ne pas avoir de vie sociale. Parce que faire un marché, c'est pas vraiment une vie sociale, voilà, on est au boulot quoi, mais c'est des gens qu'on va croiser, qu'on va pas forcément revoir, bon des fois il y a les habitués, mais bon voilà, c'est pas des amis, donc... En élevage, on peut pas, il y a une astreinte qui est là, on ne peut pas partir en vacances, on ne peut pas partir en week-end comme on veut. On peut, hein, il y a les services de remplacement, mais bon, ça veut dire que c'est un service qu'on paye, c'est des gens qu'il faut former, parce qu'on est tous différents, on a tous des pratiques différentes d'une ferme à une autre. Donc c'est pas si simple, et c'est vrai qu'il y a des désillusions, parce que entre ce qu'on nous vend, alors certainement par les médias, tout ça, ou des témoignages, parce qu'il y a des gens effectivement qui ont très bien réussi, puis ça a été leur truc. Enfin, moi je considère que voilà, je me suis pas trompée, c'est vraiment mon truc. Oui, c'est dur, oui, des fois ça me pèse de ne pas partir en vacances, en tout cas surtout pour mes enfants, moins pour moi, mais j'aimerais que mes enfants voient autre chose. Mais par contre, voilà, c'est pas non plus, ça m'empêche pas de dormir. Je me dis voilà, c'est ça qu'il faut que je vise, réussir à trouver éventuellement un associé pour dégager du temps, donc ça évolue. Mais ça ne me fera pas arrêter pour autant. Mais c'est vrai que par contre, voilà, on le voit très très souvent. Je crois que dans les installations aidées, avec les aides, il y avait au moins la moitié des fermes qui s'arrêtaient en fait, de néo-ruraux. Donc c'est pas rien. Il ne faut pas se précipiter. Quand on revient à la campagne, on peut très bien être coiffeur à la campagne dans un premier temps. Ça devrait être l'inverse. L'opulence, plus on s'éloigne de la ville, plus on devrait avoir de l'opulence. Parce que c'est plutôt l'inverse. Par exemple, plus tu vas en ville, plus tu as tout. Ça devrait être l'inverse. Tu dois avoir plus de sécurité à la campagne. Bon, ça c'est le cas déjà. Mais en tout cas, plus d'opulence, quoi. T'es directement... tu peux produire le truc sur place. Alors qu'en ville, il y a du goudron partout. T'as pas le choix, quoi. Et puis oui, les nouveaux secteurs de marché, il y a beaucoup de recyclage à faire, quoi, c'est sûr. Il y a des palettes, il y a du carton à recycler, dans les déchetteries, il y a tout un nouveau truc, une nouvelle civilisation à refaire avec toutes les déchetteries et plein de néo-ruraux qui pourront en profiter. Au lieu que ça ait des entreprises qui recyclent tout ça, tu pourrais leur laisser et ils pourraient faire des serres avec le métal, ressouder ça et faire des arceaux, ils pourraient refaire toutes sortes de choses. Récupérer toutes les huiles, gazéifier l'huile pour se chauffer. Il y a plein d'exemples.
pas, récupérer la sueur gratuite dans les scieries, essayer de la comprimer pour vendre des petites billes à ceux qui peuvent se permettre de les acheter pour leur poêle à granulés, là, au lieu de faire du miscanthus. Des fois, il n'y a pas le sol qui est adapté. Ça marche plutôt dans les plaines, dans les sols de maïs où c'est lourd et humide. Et quand tu es dans un coteau sec comme le mien, le sorgho, avant qu'il fasse 3 mètres, je crois que pour une génération humaine, hein, c'est une catastrophe quand c'est pas dans le bon biotope, les miscanthus. Du coup, j'en ai planté en tourbière, dans les zones humides, très humides, et ça va mieux. Ils ont remarqué que les gens qui ont leur bureau en bordel, ils étaient plus productifs que les gens qui rangent bien tout. Parce que quand tout est en bordel, tu as une vision d'ensemble et tu vois les priorités. Tu cherches moins, d'ailleurs, tout est sur place. Alors que quand tout est bien rangé, faut encore chercher, quoi. Où est-ce que tu as rangé le truc, et puis t'as pas une bonne vision d'ensemble. Souvent, les esprits étriqués ont besoin vachement de tout formaliser dans des petites cases. Et les esprits arborescents qui arrivent à avoir une vision large, c'est le bordel. C'est dur de décanter, mais c'est plus productif malgré tout. Un peu comme cette histoire de potager ultra rangé, ou alors quand c'est tout le bordel, il y a moins d'intervention besoin, enfin il y a moins de désordre, il y a moins de complications au niveau des pucerons, des maladies, tous ces trucs-là. C'est pas totalement vrai, hein, parce que quand les arbres vivent en groupe, quand même, et ça stabilise les espèces. Tout n'est pas mélangé comme une salade de fruits, quoi. C'est quand même des groupes d'arbres qui restent globalement les mêmes. Ils vivent entre eux. Ça n'empêche pas qu'il y ait des sous-étages, hein, mais les mûris ensemble, oui, par exemple, mais ils n'ont pas de parasites, pas encore. À part le ver à soie, là, pour faire la soie. Mais c'est plus pratique de mettre des groupes d'arbres. En plus, pour les récoltes, c'est quand même plus simple de dire, allez, c'est par là les mûriers, c'est par là les pommes, c'est par là les poires. Je crois que la ferme Miracle, ils font carrément des lignes avec où toutes les espèces mûrissent, et les variétés surtout mûrissent au même moment. C'est bien pratique pour dire aux gens, c'est par là, et pas le ramasser toi. Et c'est toujours pareil, pour tous les lieux, ils commencent à foutre un bordel pas possible en essayant d'implanter les choses. Ça prend de la place, c'est pas forcément bien agencé, on n'est pas au courant de comment faire les choses bien. Déjà, se les approprier, ça prend de la place, et un peu de temps. Ça ressemble à rien, et puis du coup, c'est trop proche. Et puis après, il y a les ronces là-dedans, ça demande quand même de l'entretien, parce que c'est pas assez, limite, encore assez dense. Il n'y a pas de sous-étage, sur-étage assez important pour calmer les ronces. Et au final, c'est quand même le bordel, quoi. Et il faut, de cette première phase du verger, ce que j'appelle le parc à bois, quoi, où tu ramènes tes variétés, tes espèces. Après, en tirer des conclusions de ce que tu aimes, ce qui pousse bien, comment, tout ça. Et après, tu commences à essayer de faire un peu des lignes, hein, de type agroforesterie, c'est mon point de vue. Hein, pour après prendre le meilleur de ton expérience et en faire des lignes pour que les gens puissent le valoriser à ta place. Parce que c'est vite chiant de ramasser des trucs. C'est vite redondant, ça produit vite beaucoup. Les arbres, quand ils sont à bout d'un moment, ça finit par... c'est une conséquence, quoi. Heureusement, mais vite sous-valorisé. Ça tombe par terre, ça pourrit. Là, j'ai plein de raisins qui se mangeaient par les frelons et les guêpes, mais plein. Des dizaines de kilos. Les pommes, c'est pareil, j'en ai plein qui tombent par terre, ça va pourrir, j'en ferai rien. Les kiwis, il y a un moment, je vais être envahi de kiwis, il y a des petits kiwis délicieux là, je vais dire, ouais, il y a des fruits, personne ne va venir pour les ramasser, même si je demande de l'aide. Les figues, c'est pareil, il y en aura plein là, à un moment, et il n'y aura personne pour les ramasser, quoi. Alors je vais remplir quelques trucs, je vais en donner en bas pour dire qu'il y a les inspirer, les inciter à venir. Ça finira par marcher, hein, mais c'est dur d'assumer la réalité des heureuses fructifications. Quand on a plein, t'en as vite trop. Au début, t'en as pas assez, après t'en as trop. Et ouais, t'en as vite trop. Parce que ça pousse vite, hein, enfin, ça dépend où, mais un kaki, ça produit vite beaucoup. Les pommiers, pareil. Il y a des variétés qui produisent 1,5 tonne. Par contre, 1,5 tonne de la même variété, tout mûri d'un coup, t'es surgavé, quoi. Juste pour un seul arbre. Les poires, c'est pareil, ça devient énorme. Ça produit énormément de poires, puis ça tombe, ça s'abîme vite, quand ça tombe de haut. Les pêches aussi, il y en a pas mal. Enfin, il y a vite trop de tout, surtout en automne. Les petits fruits, c'est chiant. Ouais, tu pourras m'en goûter les mangues, là. Elles mûrissent. Et les kakis. Plutôt, ça c'est plus tard, mais ils sont très bons, il faudrait que tu goûtes ça. Oui, j'imagine que
que les permaculteurs, s'ils continuent à faire du bon boulot, ce sera un peu les aristocrates potentiellement de demain, quoi. Parce que finalement, quand tu as créé un système productif qui a besoin de très peu de main-d'œuvre, bah, le peu de main-d'œuvre que tu as besoin en vieillissant, bah, c'est les gens qui passent le faire à ta place et tu peux vieillir tranquille. Ils font tourner le truc à ta place. Tu peux le vendre, tu peux vendre des surplus, tu peux bouffer ce que tu as mis en place. Les gens le ramassent à ta place, quoi. À la fin, tu peux vivre en chaise roulante, quoi. Ou dans un lit. Peut-être. Si tout se passe bien. Attends, j'appelle le petit parce qu'il cherche. Non! Faut virer les chiens, il va bouger un jour. À un moment. Oswald, tu files! Tu files! File! Allez! C'est bon là? Bon, normalement, il faut éviter que ça pende comme ça, hein. Évidemment, c'est censé être... Enfin, vous le savez quoi. Oswald, viens ici, bébé, viens. Fais peur au lapin. Psychologiquement, c'est très dur de voir un truc pas naturel. Cette tête. Il fait rire avec ses gros yeux, sa grosse tête. Je sais pas, tu mets les moutons entre eux, il y a des femelles, bah, il n'y aura pas tant de gays que ça. Si tu mets des chiens entre eux, ouais, ils vont s'enculer. Dans des chenils, automatiquement. Pareil dans les zoos. Les chèvres entre elles, ils vont se mettre des coups de corne et tout. Puis c'est des déviances parce qu'on est concentré là. Donc c'est bien d'amener plein de variétés. Après choisir ce que tu aimes le plus. Et après tu plantes, enfin tu les multiplies comme un bourrin. Faut pas s'attendre à un miracle. Oh attends, il y a le lapin qui est... C'est tentant de le... Il est sur le clapier là. Je pourrais facilement le piéger pour qu'il tombe. Ça fait peut-être 4 semaines qu'il est dans la nature comme ça. Et il grossit vite par contre, comparé aux autres. Attends, je vais essayer de le choper. C'est pour ça qu'on voit quand un enfant est bien structuré, il met ce qu'il préfère en dernier dans une assiette, il mange tout ce qu'il n'aime pas, il finit par le meilleur. C'est un enfant qui est bien structuré mentalement, sinon s'il fait comme moi, il fonce directement sur ce qu'il kiffe en premier, et bah c'est pas bon signe. Aïe! Ah, faut que je rachète des Crocs. Je serais un extraterrestre et je voudrais que l'espèce dure dans le temps, j'enverrais le concept permaculture, tu vois, qui se débrouille avec. On est tous tentés de se dilater, mais des fois il y a des codes à respecter, c'est plus ou moins obscurantiste d'ailleurs, c'est pas toujours justifié. Hein. Avant tu pouvais chier devant quelqu'un et dire bonjour, continuer la conversation, ça posait aucun problème, et pour moi c'est plus réel que de tout de suite, ça date de la Renaissance, quoi. Nos comportements des fois sont pas du tout justifiés. Les animaux ils vont pas se cacher pour faire caca, tu sais. Une fois qu'il y a les lithos, je vais essayer de clouer de ça dessus, visser même. Voir un coup de chalumeau, voir si ça peut s'agglomérer, normalement il paraît que ça le fait. Bon ça pue, hein, mais c'est gratuit. C'est à faire une fois que tu as fait des enfants, pas avant. Je pense que c'est un truc, ça peut te stériliser, vu les odeurs, franchement. Là où c'est classe, c'est quand tu as des rampes, tu sais. Et tu as l'impression, surtout en pente, enfin je sais pas, non. Tu fais des rampes pour que ça glisse quand tu filmes. Parce que là on voit tes pas, c'est chiant. Et quand c'est super droit, c'est comme dans les films. C'est tellement parfumé qu'il faut pas grand chose pour... Je suis à contre-jour là, ça peut être pratique. Parce que oui, il y a eu des villages qui ont été trop de babos qui se mettaient à se regrouper et vivre d'amour et d'eau fraîche et de chichons. Et ça fait tâche quoi, des sortes de mecs qui s'habillent pas de manière conventionnelle avec des longs cheveux, des barbes, tout ça. Dans un pays de vieux, ça fait vite tâche. Hein. Des jeunes, déjà rien qu'être jeunes, ça fait tâche. Alors habillé pas normal, avec une odeur de joint, c'est mort. On m'appelle ou quoi? T'entends? On va devoir peut-être arrêter la vidéo là.